Amis d'Entre-Loire et Loin, vous aimez les romans historiques? Alors, je citerai, je sais pas, Maurice Druon, Claude Merle, dans un autre genre, Ken Follett, ou tiens, dans un autre genre, Victor Hugo ou Dumas, justement. Eh bien, vous pourriez lire également Richard Rasa, qui se retrouvera peut-être parmi ces grands-là dans peu de temps, éco-originel. Ah non, vous préférez la science-fiction, vous préférez peut-être La machine à remonter le temps de George Orwell. Eh bien, non, c'est pas George Orwell, c'est Herbert George Wells. Eh bien, peut-être que vous pourriez lire Éco-originel de Richard Rasa, qui nous fait faire un grand voyage, une sorte de grande machine à remonter le temps. Alors, Richard, bonjour. Bonjour. C'est quoi? C'est un roman historique éco-originel ou c'est un roman de science-fiction? Je dirais que c'est les deux. En fait, c'est un roman en fait qui parle du voyage dans le temps. Donc forcément, dès qu'on parle de voyage dans le temps, on se projette dans le futur. Donc ça démarre en 2049. Et ensuite, on va partir dans le passé, dans deux grands passés, deux grandes périodes. La Chine du premier empereur et puis la guerre de 100 ans avec du Guesclin. Donc c'est deux grandes périodes que j'ai traitées sur ce volet. Ouais, mais moi j'ai un problème parce que Monsieur Richard Rasa, je le connais plutôt comme un dessinateur. On l'appelle Richie. Comment ça se fait que je me retrouve avec un gros bouquin comme ça, magnifique entre les mains? Je me le demande. Non, tu sais pourquoi? Non. En fait, voilà, moi, je suis un passionné d'écriture aussi, avant tout. Alors, c'est vrai qu'on me connaît pour la bande dessinée, pour le scénario également, puisque je suis scénariste de mes bandes dessinées. Et puis, l'écriture, en fait, m'accompagne depuis des années. Sauf que j'avais jamais franchi le pas. Et en fait, je me suis dit un jour, j'aimerais vraiment écrire le livre que je souhaiterais trouver dans une librairie. Et ce livre, en fait, il traitait du voyage dans le temps. Je me dis, je vais l'écrire moi-même. J'adore ce thème-là. Et je me suis lancé. Et voilà, donc il existe aujourd'hui. Ouais, mais c'est une demi-réponse seulement qu'il nous donne, Richard. Parce qu'en fait, évidemment, on peut se lancer en écriture en étant un amateur pur. Or, tu as fait ça toute ta vie. Voilà, bon. Alors, raconte. J'ai été rédacteur pendant pratiquement 25 ans dans le domaine de la communication, donc amené à écrire énormément de textes. Alors, bien sûr, dans le domaine de la communication, ça veut dire qu'on est à la fois publicitaire, mais également parfois aussi dans des domaines institutionnels. Donc un amour de l'écriture, parce que forcément, quand on écrit un certain nombre de textes comme ça, on est obligé d'aimer les mots. Et puis après, on a l'envie d'avoir ses propres choix. Et ses propres choix, forcément, on va vers l'imaginaire et puis donc vers le roman. Voilà. Alors, deux choses. Science-fiction et puis histoire. Alors, science-fiction d'abord. Ça, c'est ton dada depuis toujours? Alors, science-fiction, c'est pas vraiment, en fait, j'ai toujours aimé, parce que petit, je lisais Jules Verne, j'étais passionné par le voyage au centre de la Terre, ça m'a vraiment... C'est ça qui te plaît, Jules Verne. Voilà, ça m'a vraiment plu. Après, je suis pas vraiment un fan de science-fiction, vraiment à 100%. Simplement, la science-fiction me permet d'imaginer, d'aller plus loin, en fait, dans l'imagination, d'imaginer justement ce voyage dans le passé, ce voyage dans le temps. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a toujours le plus attiré, en fait, la science-fiction, c'est le voyage dans le temps. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez en tout cas, il existe bien sûr beaucoup de livres et de films sur le voyage dans le temps, mais en tout cas pas tel que moi je l'imaginais. Voilà. Bon, alors, donc quelque part, le voyage dans le temps, c'est un prétexte pour aller dans l'histoire, et ça, c'est ton vrai dada. Alors voilà, l'histoire, là, par contre, j'ai toujours été attiré par l'histoire. J'aime retourner dans le passé, dans les passés, parce que j'ai vraiment aucune période qui m'est vraiment particulièrement favorite, mais j'aime beaucoup l'histoire. Je l'ai traité donc à travers la bande dessinée, justement, dernièrement, avec le Château de Sully. Et là, je me suis dit, je vais essayer d'aller sur des périodes qui sont peut-être moins connues, notamment la Chine du premier empereur. Alors, tout le monde connaît les statues d'argile, la grande armée de statues d'argile, mais qui était vraiment le premier empereur? Qu'a-t-il fait pendant son règne? Et c'est ce qui m'a intéressé. C'est pas seulement d'envoyer des observateurs dans le passé, donc à travers une aventure épique, mais c'est aussi traiter vraiment de l'environnement, du décor, de l'atmosphère, en fait, de cette époque. Donc, je me suis énormément documenté. Voilà. C'était la partie de plaisir, en fait, qui a duré plusieurs années, puisque j'ai mis 5 ans à l'écrire, en fait, ce livre. Et puis, de même pour du Guesclin, donc la guerre de 100 ans, donc 14e siècle, où là, effectivement, je rentre dans les chroniques de Froissart, par exemple, etc. Donc, tout un certain nombre de documents où vraiment, je vais aller assez loin pour... encore une fois, m'imprégner vraiment de l'atmosphère de l'époque. Parce que je trouve qu'à partir du moment où on veut traiter du voyage dans le temps, ce qui est important, c'est de faire en sorte que le lecteur ressente
ce qu'on pourrait imaginer une fois sur place, les odeurs, l'atmosphère, les rencontres avec les gens, voilà. Donc je voulais absolument donner une espèce de véracité, que ce soit crédible en fait. L'idée c'est vraiment, on peut écrire un livre de science-fiction, mais il faut vraiment s'attacher à la crédibilité. Voilà. Bon, mais il y a du suspense aussi. Pourquoi ces voyageurs dans le temps vont-ils traîner du côté de Duguay-Clin, du côté de l'empereur Ming? Alors voilà, alors tout est une histoire de suspense. L'idée en fait première, c'est de dire, on a trouvé en 2049 le moyen de partir dans le passé, et l'idée, ça serait de finalement aller vérifier des faits de l'histoire. Beaucoup de faits de l'histoire en fait restent des énigmes. Donc là, on va envoyer par exemple, donc à nouveau, donc je vais reparler de l'empereur de Chine, le premier empereur. On va envoyer justement des observateurs, donc des archéologues, des historiens, des soldats pour les accompagner, pour vérifier, pour comprendre pourquoi il a créé cette armée d'argile. Ça reste une grande énigme. Aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi il l'a créé. On imagine bien sûr que c'est donc, alors c'est lié à son mausolée, c'est lié à sa tombe, mais il reste de grandes énigmes. Ces personnages donc en argile font une taille qui est assez surprenante. Ils font plus d'1,80 m. Ils ont tous des traits singuliers. Chaque visage est différent. Donc pourquoi ? Donc voilà, j'essaie d'apporter des réponses à ma manière. Voilà, des réponses, voilà, des les réponses sont là. Les réponses sont là. Voilà, c'est un formidable terreau pour l'imagination. Oui. Pour l'imagination. Donc j'apporte les réponses. Voilà. Oui, Duguay-Clin aussi, il y a des énigmes. Alors autour Duguay-Clin, de il y a lui. des grandes énigmes sur Duguay-Clin parce que Duguay-Clin, donc alors pour resituer, c'est quand même, on est sur un personnage qui est issu de petite noblesse, qui va devenir connétable de France, hein, deuxième grand personnage du royaume de France à l'époque. Hein, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que il s'avère qu'il avait une manière de guerroyer qui était complètement anachronique par rapport à son époque. Les chevaliers, à l'époque, se battaient en rang serré, étaient à découvert. Il y avait une espèce de démarche un petit peu de loyauté, etc. Lui, il était dans la guérilla. Donc, il avait une forme de combat de guérilla qui était moderne, assez moderne. Et puis, et puis il utilisait la ruse. Alors la ruse, c'était pas bien vu pour un chevalier, mais lui il utilisait la ruse pour pouvoir gagner ses batailles. Et puis surtout, Duguay-Clin, il y a quelque chose que peu de gens connaissent. Il était très basané. C'est quelqu'un qui était brun de peau. Oui. Alors pour son époque, en plein Moyen Âge, en plein XIVe siècle. Petite interrogation quand même. Donc là-dessus, il y a eu beaucoup d'hypothèses, etc. Un descendant des croisades. Je n'en dirai pas plus. Je me dis ça, mais j'en suis sûr. Et donc voilà, donc on va enquêter sur ce personnage un petit peu atypique en fait pour son époque, et on va envoyer deux personnages donc qui vont bien sûr. Alors quand on envoie des observateurs, il faut qu'ils collent bien sûr à l'époque. On va envoyer donc un tandem, hein, Amaya c'est Diego, et ces deux personnages, Amaya c'est le chevalier, Diego est son écuyer. Ils vont se fondre donc dans l'armée de Duguay-Clin et être à ses côtés vraiment et essayer de comprendre le grand homme, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on part dans le temps et en même temps on le vit de plein fouet, quoi. Voilà. Bon, puis je crois que ce petit jeune qui se lance en littérature, bingo, il a été tout de suite remarqué par les éditions Le Lac aux Fées, et il en est très fier. Dis-nous pourquoi. Alors oui, parce que en fait, c'était un heureux hasard. C'est-à-dire que moi, j'avais terminé mon manuscrit, et puis je cherchais donc des bêta-lecteurs, et finalement, je me suis tourné vers Jean-François Morin, qui est donc le fondateur des éditions du Lac aux Fées. Mais alors vraiment dans un esprit de bêta-lecteur. Je n'imaginais pas qu'il voulait prendre mon manuscrit, dans le sens où lui, sa maison d'édition à l'époque, donc n'était que basée sur les thèmes de jeunesse, donc roman jeunesse, jeune adulte. Lui-même, d'ailleurs, il est écrivain. Oui, il est écrivain. Il a écrit toute une saga de Jonathan Sato qui marche très très bien. Et du coup, c'était vraiment en toute amitié. Et il est revenu vers moi en me disant, mais moi, je veux absolument le publier. J'y crois. Et c'est un livre c'est un manuscrit qui m'a tout de suite intéressé. Donc voilà, moi, je dis pourquoi pas, effectivement. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que pourquoi j'ai dit banco tout de suite, dans le sens où c'est une petite maison d'édition, et qui dit petite maison d'édition, très proche finalement de son auteur, de ses auteurs, et on a fait un travail formidable comme ça pendant 1 an ensemble avec son équipe pour arriver au bout de ce projet. Alors Richard, il a lâché les crayons du coup, et puis l'illustration, elle n'est pas signée Richie, elle est signée d'un illustrateur dont tu es fier aussi, parce qu'il est connu dans le milieu de l'heroic fantasy, c'est ça ? De l'imaginaire. De l'imaginaire. C'est Mathieu Coudray, et il a beaucoup de talent, et voilà, donc je lui rends hommage, parce que c'est vraiment, je suis très content de la couverture qu'il a réalisée, qui résume vraiment
l'idée de ces deux grands voyages. Hein. Alors, on retrouve Là, le dragon chinois. voilà, le dragon chinois incrusté dans de la pierre, dans le granit bleu, et puis l'épée médiévale. Voilà, C'est bien. C'est beau. c'est beau. J'ai juste une petite question, là, au bout du compte. Tes voyageurs dans le temps, ils font comment pour voyager dans le temps? Alors, donc, tout est expliqué en début de livre, Ouais. hein, dans l'approche. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ouais. Et sinon, chacun a finalement un module sous l'épiderme, un module qui s'appelle Ariane, hein, comme le film D'accord. d'Ariane, et qui, en fait, agit sur une simple pression. Tu peux nous montrer? Ah, voilà. Richie? Richard? Ça marche.